Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au temple de jeu d'Arkaril. Nous voici à nouveau sur Gloomhaven, donc le jeu vidéo. Évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'univers de Gloomhaven, je vous renvoie aux multiples vidéos qui existent sur ma chaîne, qui sont des vidéos de let's play du jeu de plateau. De découverte aussi, puisque voilà, je connais le jeu depuis ses origines, depuis le premier Kickstarter qui a vu sa naissance, n'est-ce pas? Et puis vous verrez aussi la fin de la campagne sur la chaîne de DDA Prod Jeux, mon copain Manu. Voilà, on a été jusqu'au bout de la campagne, et donc depuis 2 ans, ce jeu vidéo est en développement, évidemment en lien direct avec le concepteur du jeu, Isaac Childre. Et donc dans les précédentes vidéos, je vous ai montré, on a abordé le mode maître de guilde, qui était un mode qui a permis d'implémenter petit à petit tous les composants du jeu dans le but après d'arriver au mode campagne. Et vous voyez, cette fois-ci le mode campagne est débloqué depuis quelques jours déjà. Et donc, eh bien écoutez, l'idée c'est de regarder un petit coup d'œil sur ce mode campagne avant de continuer, ou peut-être en parallèle continuer sur le maître de guilde, puisque je trouve moi que ce mode maître de guilde est intéressant, notamment pour ceux qui justement connaissent bien la campagne en fait, hein. Par exemple, moi j'ai quasiment 2 campagnes dans les pattes de Gloomhaven, donc alors je suis intéressé de voir la campagne aussi, mais évidemment avec moins de surprises et un petit peu moins d'entrain. Le mode maître de guilde permet de découvrir tout un tas de composants du jeu sans avoir besoin de passer par la campagne, par les scénarios qui existaient déjà et que je connais en grande partie. Ici, il y a beaucoup plus de nouveautés, donc je dirais ce mode est intéressant pour ceux qui connaissent peut-être bien le jeu déjà, et j'ai bien l'intention de continuer dedans. Maintenant, le mode campagne, écoutez, ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse aussi d'essayer, pourquoi pas, et de me prendre au jeu. Alors, j'ai déjà lancé une première campagne histoire de jeter un petit coup d'œil, écoutez, pourquoi pas lancer une campagne en votre compagnie, dans un mode de difficulté, on va dire normal, hein. Euh, et donc, on voit que je dois déjà taper, entrer le nom de la guilde. Et en ça, on se rapproche déjà vraiment du jeu de plateau, puisque on a dans le jeu de plateau une fiche de guilde qui va guider les faits, les petits faits, les grands faits de notre compagnie dans le monde de Gloomhaven. Et donc voilà, on commence évidemment par ça. Va être le nom de cette compagnie? Écoutez, soyons simples, on va faire la compagnie du temple. Hein, on est au bon endroit pour ça, je crois. Allons voir un peu de plus près à quoi ça ressemble. Alors bon, sans plus de suspense, le jeu vidéo se veut 100% fidèle au jeu de plateau. Welcome to the harsh lands of Gloomhaven, recruit. You think you have what it takes to become a mercenary out there on the edge of the world? We are paid to venture into the darkest forests of the region and to step into ancient crypts with the unmistakable stench of death and rotting flesh. Lovely places to earn a name for yourself. Be ready to face cutthroats, undead, fearsome tribes, and dreadful demons from other realms. You didn't find yourself as a mercenary without knowing how to crack a few skulls, did you? Eh bien, c'est évidemment super sympa de voir des animations 3D autour du jeu, lui donner un peu plus de vue, un peu plus de vie, pardon, un peu plus de chair. Et du coup, ouais, prendre plaisir à y jouer une fois de plus. Alors, donc,
avant de pouvoir vous aventurer dans les redoutables contrées sauvages qui entourent Avenue, donc là on voit vraiment toute la carte, hein, vous allez devoir avoir dans votre compagnie au moins 2 mercenaires assez courageux pour partir à l'aventure en échange d'or. Donc c'est là qu'on va recruter les différents membres de la guilde. Alors on peut avoir 4 personnages, évidemment, dans le jeu de plateau aussi on peut jouer à 4 maximum. Donc là on retrouve l'interface évidemment qui a été développée déjà dans le mode guild, avec, alors si j'appuie là, le choix dans tous les mercenaires qui existent. Pour l'instant on n'en a aucun de débloqué. Alors on peut créer de nouveaux mercenaires, dada. Pour le moment il est tout aussi, le panneau de effectif est tout aussi désert que les hauteurs des crêtes de cuivre. Alors il faut cliquer sur, là on est guidé évidemment, nouveaux mercenaires. Et on a les 6 classes de départ évidemment qui sont là. Donc, avec quel héros allons-nous commencer? C'est un peu la question. On a du choix, évidemment. On a plusieurs combinaisons possibles. Je vous avouerai que, vu que c'est en mode digital et que c'est peut-être un petit peu plus facile à gérer, ne serait-ce qu'en termes de matériel, commencer avec un groupe de 4 me semble peut-être intéressant aussi. Alors pourquoi il a un petit icône, lui, et pas les autres? Je ne sais pas. Maintenant, je ne sais pas. Le Perce-Esprit est sympa, mais il n'y a pas que lui. Alors, oui, je les ai tous débloqués dans la version mode de guild. J'ai fait à peu près le tour. Pourquoi pas un groupe assez costaud. Pour le coup, peut-être une brute, un bricoleur, un cœur de roche et un tisseur, donc ça nous ferait 2 soigneurs potentiels, soutien DPS à distance, un tank, un DPS distance aussi magique. Voilà, du coup je vais mettre de côté un peu les crapules. Qui pourraient revenir plus tard, hein. Mais on pourrait s'attendre aussi à d'autres combinaisons. Écoutez, peut-être que finalement je peux vous laisser la main aussi. Ça pourrait être rigolo que vous me disiez voilà quel héros vous souhaitez voir intégrer la compagnie du temple. Et puis pourquoi pas, à la manière d'un Darkest Dungeon, vous puissiez me dire écoutez, voilà, moi je veux bien participer, je serai le quadrille, et puis, je vous donne votre nom, et puis voilà, et puis ça me fera plaisir de porter haut votre étendard de mercenaires et de mener à bien le maximum de quêtes pour votre gloire, jusqu'à votre retraite évidemment. Alors, bon, du coup, pour ce faire, faisons peut-être pour cette vidéo un petit tour rapide des personnages, des classes. Alors on voit que là, on va d'abord chercher la classe, puis nommer. Donc là, on est vraiment dans la possibilité de nommer le héros, puis de lui attribuer une quête personnelle. Donc là, on est vraiment, ça y est, ils ont implémenté ça, les quêtes personnelles aussi, ce qui permet justement de définir quel va être l'axe de sa vie professionnelle de mercenaire jusqu'à atteindre sa retraite. Ce qui généralement débloque d'autres classes ou principalement des classes, et permet donc de découvrir d'autres personnages. Alors les brutes, évidemment, hein, classique, donc a été joué longtemps par Manu de la chaîne DDA Prod. C'est un gameplay relativement simple, mais c'est un personnage très efficace et qui est utile dans tous les groupes, une fois de plus. Hein. Vous voyez, la difficulté de jeu est relativement faible, et donc c'est bien un DPS au corps à corps, un tank. C'est vrai qu'il fait du dégât. Dans les premiers temps,
Dans les premiers niveaux, il est plutôt tank. Mais il peut aussi, à terme, si on le dirige dans cette direction-là, faire beaucoup de dégâts aussi. Euh, 10 points de vie. Point fort, santé élevée, capacité défensive, rapidement capable de désarmer et détruire ses cibles, ça c'est bien, dès le début d'ailleurs. Excellent pour repousser les adversaires, donc pour les jeter dans des pièges. Voilà un peu son mode de... ses points forts. Et au niveau des points faibles, il a une mobilité limitée mais qui est relativement contrebalancée quand même. Il y a certaines cartes qui lui permettent de se déplacer de 4 cases à 3-4 cases. Pas beaucoup c'est sûr, mais je le trouve moi parfois même plus rapide qu'un Craig Hart, qu'un cœur de roche. Et notamment avec des bots par exemple, ça peut contrebalancer ça. Et pas beaucoup de conversation, c'est sûr qu'il va faire hein, et puis taper sur ses cibles, mais c'est ce qu'on lui demande. Carte de capacité initiale. Donc là on est vraiment dans ce qu'on connaît. Le piétinement qui fait de la perforation. Le bas de carte qui permet de faire un saut, il n'a pas beaucoup de sauts. Donc là on voit qu'on a un déplacement qui fait des attaques en plus sur tous les adversaires qui sont traversés par le déplacement. Cette carte là est sympathique. Elle est sympa notamment justement si on sait qu'on va affronter des ennemis avec de l'armure, style des gardes, style des squelettes par exemple. Œil pour œil, la seule et unique carte de soin de la brute. C'est pour ça que c'est bien qu'il soit adjoint d'un soutien soigneur, c'est quand même mieux. Avec une capacité de riposte là-haut. Ouais, c'est sympa. Pas la carte... bon, elle est bien, mais ça dépend des situations, quoi. Et surtout, elle est rapide en initiative et ça, il n'en a pas beaucoup. Balayage. Donc là, c'est vraiment de la multi-cible. Une capacité de poussée, avec 3 de déplacement. Donc on voit quand même que voilà, 3 de mouvement, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Et c'est vrai que pousser tous les adversaires adjacents peut être intéressant pour les mettre dans les pièges ou les rapprocher des amis, des alliés. Le fameux rugissement provoquant qui permet de désarmer. Donc la condition de toute façon est applicable à tout moment, même si les dégâts ne passent pas, la créature adverse sera bien désarmée. Cette capacité en bas qui permet en fait de récupérer les dégâts à la place d'un allié adjacent, je m'en sers très très peu. Ça m'est arrivé une fois. Donc c'est pas forcément ce qu'on utilise le plus. Donc on utilise cette carte principalement pour l'initiative, pour son action de désarmement, et puis sinon éventuellement pour le mouvement, et ça c'est vraiment plus conditionnel et plus rare. Le fameux assaut déferlant, donc là 6 points de dégâts, c'est utilisé, c'est grillé, hein, c'est juste une fois dans la partie, mais ça fait quand même très très mal. Donc on voit quand même qu'il fait du dégât. Encore un déplacement de 3 avec de la poussée, cette fois-ci pour un seul adversaire, et non pas tous les adversaires adjacents. Ce qui fait de cette carte ma préférence par rapport à celle-là quand même, si j'ai à choisir. Pousser de 2, c'est plus facile pour aller chercher un piège. Alors ça a une très très bonne carte. Le pas vu pas pris qui permet de piller sur une haute carte, c'est-à-dire qu'il suffit de se déplacer, d'aller au bon endroit et de piller dans le même tour. Ça c'est vraiment costaud, et ce qui lui permet quand même d'aller chercher l'argent qu'il lui faut quand il y a besoin, avec en plus un déplacement de 4 en dessous. Donc là le pas vu pas pris, il est très souvent pris, sauf si vraiment on n'est pas en besoin d'argent et qu'on privilégie plus d'attaque par exemple. Force de guet, une attaque 3 poussée 2, très très bon, avec en bas une carte qui reste persistante avec la possibilité de mettre un bouclier contre 6 attaques, ça c'est vraiment très chouette. Le coup de bouclier, qui est une carte aussi qui se grille, 4 d'attaque avec un étourdissement, c'est puissant. Maintenant, comme elle se grille, je ne l'utilise pas souvent, plutôt en fin de scénario. Un bas de carte avec bouclier, ça c'est bien. S'il est fixe et en position d'attaque et de défense, eh bien, on lui adjoint ce bouclier pour tout le tour, avec une initiative de 15, c'est quand même sympa. Et puis après, il y a ça qui est intéressant, hein. La fin de bondissante avec du saut, il n'y en a pas souvent. En plus, c'est une carte qui se grille pas. 3 de mouvement, je trouve que du coup, ça le rend pas si immobile que ça, surtout avec le saut.
Ça génère du vent et ça va être utilisé principalement en combinaison avec une des cartes X, celle de Embroché, qui est une carte très puissante. On voit que s'il utilise l'air généré par fin de boulissante au tour précédent, eh bien ça lui permet de rajouter plus 1 à l'attaque et rajouter une perforation, donc très très bon contre les ennemis qui ont de l'armure. Et c'est en plus une attaque qui se place relativement facilement sur une longueur comme ça et qui permet de toucher 2 adversaires en même temps. Moi j'aime beaucoup évidemment et je l'utilise dès que je peux, la combo fin de bondissante Embroché. Dague caché très très bien, c'est la seule attaque à distance dans le premier niveau de la brute et qui en plus une portée de 3 c'est pas rien et dégâts 3 c'est puissant et en plus ce que j'ai pas dit depuis le début c'est que c'est un aspirateur à point d'expérience. Il en génère quasiment sur toutes les cartes et même des cartes qu'il utilise régulièrement comme fin de bondissante, comme dague caché, voilà, même Embroché, enfin il y a beaucoup de cartes avec des points d'expérience, ce qui fait qu'il monte très très vite de niveau, et ça c'est chouette. Dans les cartes X qui sont un petit peu plus compliquées à utiliser, donc on a vu qu'il y a Embroché, mais ça c'est pas si compliqué que ça, faut l'utiliser si possible avec voilà, l'élément d'air qui est généré par fin de bondissante. Et sinon, une mesure équilibrée est un peu plus compliquée à utiliser. Il faut prendre le réflexe de se dire qu'on se déplace et du coup on fait une attaque qui correspond. On l'utilise généralement plutôt dans ce sens-là. Ou éventuellement si on a, par exemple on est resté en arrière, on a fait une grosse attaque et qu'on veut rejoindre les copains avec le bas de la carte qui permet de faire un déplacement de X qui correspond aux dégâts qu'on a infligé dans ce tour. Donc par exemple en combo avec, je sais pas moi, un assaut déferlant. 6 de dégâts et derrière on fait un mouvement de 6. Et en plus la carte n'est pas perdue. Donc je l'utilise pas souvent parce que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas. On voit qu'on a encore un point d'expérience ici. Et une dernière carte que j'utilise quasiment pas. Simplement parce que c'est pareil, elle se grille celle-là. Bien qu'elle soit assez costaud. Riposte 2, bouclier 2 sur un tour. C'est intéressant. Et puis le bas de la carte est pas mal aussi, puisqu'elle permet de faire plus 1 en attaque. Sur toutes les attaques du round, peu importe qu'elles soient au corps à corps ou à distance. Donc ça peut être intéressant quand même de l'utiliser dans un premier temps pour l'initiative basse, éventuellement pour les bonus à l'attaque, et peut-être en fin de partie, quand c'est vraiment intéressant, qu'on sent qu'on va se prendre beaucoup d'attaques et qu'on est suffisamment costaud pour les encaisser, et bien on peut utiliser mur de chaos. Voilà. Donc voilà, brut, classique mais efficace. On va passer sur le bricoleur, que j'aime beaucoup évidemment, c'est le premier personnage que j'ai joué dans la campagne. On voit qu'ils sont doués pour concevoir des gadgets, des potions, qu'ils utilisent souvent pour braver les dangers du monde dans leur quête d'artefacts. Bien pour une compagnie de grande taille, ce qui va être mon cas. Donc des capacités qui peuvent affecter les adversaires et aider les alliés. Donc vraiment du soutien. On voit bien, bénéfice, soutien à distance. Difficulté normale. 15 cartes pour démarrer. Ça c'est chouette, il a beaucoup de cartes en choix. Et donc on retrouve ses points forts avec une bonne capacité à distance. Il fait aussi des dégâts mine de rien. Beaucoup de soins. Assez polyvalent. Par contre il est vulnérable. Il est moins performant dans les petits groupes. Et n'a vraiment rien dans les bras. Ouais, peut-être. Mais il fait quand même des dégâts à distance mine de rien. En utilisant ses gadgets principalement. Un petit regard sur ses cartes. Alors évidemment c'est pareil, je l'aime beaucoup, il est très mobile, hein, on voit par exemple là qu'il déplace de 4, enfin très mobile. Il n'est pas si mobile que ça. Il a quelques cartes de déplacement 4, on en voit une ici, on en voit une ici avec tir étourdissant, on en voit une ici. Il a un gros déplacement de 6, comme la brute précédemment qui se grille. Mais il peut vite se retrouver à court de déplacement parce que ces cartes là, on les utilise et on les perd. Bon bah encre, une fois qu'on l'a plus, on n'a plus de déplacement de 4. Et on a souvent envie d'utiliser cette carte qui est assez puissante. Vous voyez, attaque 4, portée 3 sur un groupe de 3. C'est vraiment costaud.
La mine, c'est pareil, une fois qu'on l'a posée, ben, on n'a plus le déplacement de 4. Donc il faut faire attention. Gardez ça en tête que si on utilise beaucoup nos cartes qui se grillent, on va être beaucoup moins mobile. C'est pas le cas de tir étourdissant si on le prend, qui est une très bonne carte parce qu'elle permet d'étourdir à distance. Donc très bien pour envoyer sur un monstre puissant qui risque de faire une grosse attaque. Vaut mieux griller sa possibilité d'attaque en évitant que l'adversaire derrière ne fasse un gros coup. Souvent ça vaut le coup. Et donc cette carte là elle se perd pas, il a un déplacement de 4 en dessous. Sinon ben, au niveau déplacement c'est plutôt faible. Il n'y a pas de truc intermédiaire, en tout cas à ma connaissance. À part ça, à part boisson puissante, mais c'est pareil, boisson puissante, le haut de la carte fait qu'on place la carte en jeu et que en fait après elle est grillée quoi. Donc on n'a plus accès à ce déplacement. Et ça fait que les 4 prochaines actions de soins sont boostées. Donc c'est une carte qu'on peut utiliser si vraiment on a besoin de soins. Je ne sais pas si ce sera le cas puisqu'on a un autre soigneur dans le groupe. Je ne sais pas si j'utiliserai régulièrement. Mais en tout cas, une fois qu'on l'utilise, et c'est vrai que l'avoir en main, c'est pas très intéressant sinon de l'utiliser, parce qu'elle a une initiative assez moyenne. Le déplacement est pas non plus foufou. Donc elle est vraiment là pour booster les soins. Et donc, du coup, on n'a pas accès à ce soin intermédiaire de 3. Le reste, on a vu, il n'y a pas d'autres soins, d'autres déplacements, donc attention quand même au mouvement du quadrille. Sinon, plein de gadgets, hein. Invocation d'un leurre, donc un allié qui va pas se battre mais qui va encaisser des coups, il a 6 points de vie. Du soin, alors du soin en bas ici, du soin en haut là, encore du soin là, du soin qui se grille, qui fait 5. Faut évidemment pas qu'il reste très très loin, hein. 3 de portée, 3 de portée, 3 de portée, bon 3 de portée ça va à peu près, là c'est 2. Donc évidemment c'est un bon soigneur. Encore du soin ici qui se grille, encore du soin ici qui se grille. Donc vraiment si on veut en faire un soigneur, on a largement ce qu'il faut. Dans les gadgets, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a vu tout à l'heure hein, la bombe à encre, le lance-filet, très très bien aussi. Le lance-flamme, un grand classique. Le lance-flamme qui fait une grosse attaque sur 3 cibles adjacentes, qui génère du feu et qui fait blessure aussi. Donc très très bonne carte pour le quadrille. Et sinon, qu'est-ce qu'on a que j'aime beaucoup, c'est le grappin. Non, il est où? Le pistolet à grappin. Il permet d'aller chercher une créature et généralement de la ramener dans un piège par exemple. Avec un pillage 2 en dessous. Donc très bonne carte aussi. Bon, il est sympa à jouer. Dans les X, je l'utilise moins souvent. Le choc revitalisant ça permet quand même d'une attaque sur 2 cibles, ça c'est sympa. Et surtout un soin de 5 en dessous. Mais bon, à échanger contre quelle carte, je sais pas trop. Ici, c'est encore une carte qui crée un piège. La seule différence, c'est que le piège, on peut le réutiliser, hein, la carte n'est pas perdue. Et le dessous du carte, à la limite, mélange volatile m'intéresse. Un allié récupère des cartes défaussées, ça c'est bien pour maintenir des aventuriers en forme et leur permettre d'aller jusqu'au bout du scénario. Par contre, ça utilise de la glace. Et le seul personnage qui n'a pas qui a de la glace, c'est dans un premier temps, en tout cas, il me semble. Hein. Enfin, il y a le magicien, il y a le 10 sorts, mais il y a aussi le perce-esprit. Donc, ça veut dire que si on utilise cette carte, c'est bien d'avoir cet allié, un ou deux de ces alliés dans l'autre groupe pour pouvoir booster cet effet et non pas récupérer une carte, mais 2 cartes défaussées. Et ça, c'est bien. Et en plus, c'est à portée 2. Donc, cette carte-là est pas mal quand même. Les boissons puissantes, on a fait le tour déjà. Alors, la crapule. Alors, la crapule, c'est un personnage que j'aime bien, que j'ai pas mal joué aussi, notamment en duo avec un personnage qui n'est pas encore débloqué, donc je ne vais pas en dire trop. Hein. Mais bon, vous pouvez suivre ça dans les vidéos que j'ai fait avec Manu notamment. C'est un personnage qui va être beaucoup dans la furtivité, qui va être très rapide,
qui va faire beaucoup de dégâts au corps à corps, surtout si elle peut avoir un allié qui fait le même genre de boulot qu'elle, hein, donc quelqu'un qui va aller au corps à corps aussi. Ça se combote bien avec un autre, avec un tank ou quelqu'un qui va attaquer au corps à corps. Après, bon, comme c'est écrit là, elle est assez perso, elle n'aide pas ses alliés. Mais, et puis donc elle a pas beaucoup de santé, ça c'est sûr. Et finalement, pas énormément de cartes, elle a que 9 cartes, donc une endurance moyenne, on va dire, hein, moyenne basse. Ouais, donc on a dit assez mobile, des dégâts au corps à corps. On va voir, illustrer ça rapidement, hein. Donc voilà, on voit là, attaque 3, et sachant qu'à chaque fois ces deux cartes-là, il y a un bonus de plus 2 si justement la cible est adjacente à un de vos alliés. On le retrouve là avec le coup en traître aussi. C'est une carte qui se perd. Elle c'est plus 2 et encore plus 2 si la cible est isolée. Donc elle n'est pas proche de ses alliés. Et on peut aussi booster les attaques justement contre les adversaires qui sont isolés avec ce bas de carte là qui permet de donner plus 2 sur 4 attaques si justement l'adversaire est adjacent à aucun de ses alliés. Donc voilà, c'était un peu pour illustrer ça. On a des bas de cartes qui font attaque 3 aussi, donc une fois qu'elle est en bonne position, elle peut éventuellement continuer à se battre, ou voire faire 2 attaques, une en bas, une en haut. Elle a un attaque 3 empoisonnement, elle a un déplacement 2, attaque 2. Et dans les cartes X, on a la sinistre occasion qui fait une attaque 3 avec un bonus de plus 1 si justement... alors cette fois-ci c'est s'il y a plein d'alliés par allié présents autour de la cible, donc il y a un côté un peu acharnement. Et si elle grille de la nuit, elle rajoutera un plus 2 à la place d'un plus 1, donc ça peut faire beaucoup de dégâts aussi. Sachant que le 93 en initiative, c'est un peu intéressant, éventuellement, si on veut qu'elle joue vraiment en fin de tour, une fois que justement tous les alliés se sont mis autour d'une cible. Et il y a un déplacement 3 ici qui permet de forcer un adversaire adjacent à se déplacer d'une case, donc ce qui permet de le replacer et faire un petit contrôle un peu au niveau du déplacement. Elle fait quelques attaques à distance. Il y a l'attaque, l'arc prompt par exemple, ou le lancer de dague, couteau de lancer. Il lance deux dagues à 3 de portée. Et alors j'ai oublié dans les attaques corps à corps, pardon, le coup de Jarnac, qui est une carte qui se perd aussi, et qui a un effet spécial contre les créatures qui ont des boucliers, voire beaucoup de boucliers, puisque il a un bonus de X en doublant la valeur de bouclier de la cible, quoi. Et cette fois-ci c'est une carte très rapide et qui permet en bas de carte de se protéger, de ne pas subir de dégâts, donc ça peut être intéressant une fois qu'il est placé en position, qu'il est un peu... on peut imaginer par exemple qu'au tour d'avant il a joué très rapidement pour se placer près des ennemis, et ben, le tour suivant il peut continuer à y rester en faisant cette carte, en faisant ce bas de carte là et en faisant des attaques avec un haut de carte sans craindre quoi que ce soit, donc c'est intéressant. En plus comme il est très rapide il va attirer les attaques des adversaires, donc ça peut aussi pour le coup protéger un peu les autres aussi puisqu'elle va attirer les attaques de son côté, quoi. Donc intéressant. Au niveau mobilité, on a dit hein, mouvement 6, déplacement 5, déplacement 5, voilà, c'est vraiment pas un problème pour ce personnage là de se déplacer rapidement. Et au niveau loot, on a des bas de cartes hein, pour le pillage. Mais on a quand même un pillage 2, un pillage 1 et aussi ce pouvoir là sur arc prompt qui permettent de se déplacer de 2. Alors normalement dans le jeu de plateau j'étais beaucoup plus que ça, hein. En tout cas dans la version première version du jeu je crois que c'était le déplacement 4 et ça permettait de piller toutes les pièces sur lesquelles on passait, donc c'était vraiment un bel aspirateur à pièces d'or. Bon là ils ont mitigé ça à 2 de déplacement, mais ça peut éventuellement se booster avec des bots par exemple ou des choses comme ça, et là pour le coup elle va vite se faire de la thune. Bon, on a fait à peu près le tour. On peut parler de 2 cartes un peu particulières qui est le truc de filou, ça désarme un piège adjacent, ça c'est intéressant, ça peut être intéressant déjà pour gagner des points d'expérience et pour laisser passer les autres. Et le fumigène qui permet de se rendre invisible
et la prochaine fois qu'on attaque en étant invisible, eh bien, on double la valeur de l'attaque. Et ça c'est très très puissant. C'est une carte qui se perd évidemment, hein, mais ça peut servir. En plus ça génère de la nuit, donc on peut très bien imaginer que derrière il enchaîne sur un sinistre occasion en étant invisible. Ça peut faire très très mal, hein. Imaginez, hein, 3 plus éventuellement un copain à côté ou deux copains, ça fait 3 plus 2 et 2, 4, ça fait 7. 7 doublés. Voilà. Imaginez le délire. Voilà, bon, on a fait à peu près le tour du personnage. Ouais, il est sympa, il est un peu fragile. Et le seul vraiment gros problème, c'est qu'il n'aide pas vraiment ses copains. Mais bon. Voilà pour la crapule. Le cœur de roche, donc c'est un Savas, exilé donc en raison de son incapacité à maîtriser un élément. Bon, ok. Alors, une vaste panoplie de capacités et une santé suffisante pour tenir le rôle de défenseur au corps à corps. C'est vrai, il a quand même 10 points de vie au début, autant que la brute. Il a peut-être moins de capacité de défense, mais par contre il a des capacités de soins, donc il peut compenser un petit peu ça comme ça. Donc c'est du DPS soutien. Alors il est sympa parce que du coup on est un peu moins dans les archétypes des jeux de rôle classiques ou des jeux de vidéo classiques. Voilà, où là par exemple on a vraiment le tank ici, le DPS ici. Celui-là il est un peu particulier. Il va faire des attaques à distance et au corps à corps. Et va avoir toute une gestion des, comment on appelle ça, des obstacles. Alors, les obstacles, ce sont des éléments qui sont sur le plateau de jeu et qui empêchent, qui bloquent le mouvement et qui donc entravent un peu et obligent les personnages à les contourner ou à sauter par-dessus. Voilà. Donc le cœur de roche va avoir tout un tas de pouvoirs qui permettent de gérer ça, soit en créant des nouveaux, soit en détruisant certains pour justement dégager le passage, et aussi éventuellement en les utilisant pour se battre, c'est-à-dire que là on a projection, on peut très bien attaquer, pousser, et si l'adversaire rentre dans un obstacle, l'obstacle est détruit et provoque des dégâts à la créature. Donc voilà, il y a ce type de gestion qui va s'accélérer ou s'agrémenter plutôt au cours des niveaux supérieurs. Donc ça c'est un élément rigolo. Ce qui est vraiment lié aussi à la gestion de l'élémentaire ou pierre, etc. C'est la gestion de l'élément justement de la terre qui est générée par certaines cartes et qui va pouvoir être utilisée derrière pour booster les pouvoirs du Greg Hart, cœur de roche. Donc il va falloir aussi savoir bien gérer ce truc là, ça veut dire anticiper en fait un peu en disant bah tiens le tour suivant j'aurai besoin d'un peu de terre pour par exemple je sais pas faire tornade de poussière parce que les ennemis sont concentrés, ça va être efficace. Donc il va falloir que à un moment ou à un autre que j'utilise un pouvoir au tour d'avant pour générer la terre pour pouvoir l'utiliser dans un tour suivant. Donc sur les attaques au corps à corps, on a des trucs comme ça. Généralement c'est les attaques 3, c'est pas mal. Donc là on peut avoir deux adversaires. C'est facile, c'est pas évident à placer ce truc là, hein, mais de temps en temps ça peut passer. Sinon on s'en sert simplement pour déjà une cible, hein. On a une attaque 3 immobilisation. On a une carte qui se perd avec un 4 qui se booste à 5 sur 2 cibles. C'est pour les corps à corps. Qu'est-ce qu'on a d'autre en corps à corps? On a dit tout à l'heure la projection, par exemple. Bon. Et puis la perturbation instable, qui est un pouvoir assez balèze, qui se perd évidemment, hein, qui fait 3 sur tous les adversaires adjacents, une attaque 3, qui peut éventuellement être boosté à 2 hexagones de distance pour cette attaque. Donc en se passant bien, on peut toucher un tas de créatures. Et voilà, et là je vois que tous les alliés adjacents subissent 2 dégâts, donc il faut aussi que je parle de cet élément là dans la gestion du cœur de roche. Il faut faire attention, il y a beaucoup de cartes qui vont provoquer des dégâts aux alliés aussi, donc il faut aussi bien gérer ça. C'est une des entraves supplémentaires de ce personnage là. Voilà, faire attention
utiliser les pouvoirs en essayant au mieux d'épargner ses copains. C'est pas toujours évident. Mais le pendant positif de ça, c'est que elle provoque, le cœur de roche provoque des dégâts directs, donc ils vont passer le bouclier, qui vont affecter certaines créatures qui, par exemple, sont dures à blesser, justement, parce qu'ils ont 2, 3, 4 boucliers. Et ça, c'est une de ses spécificités. On a donc cette carte-là, par exemple, déplacement 2, tous les alliés et adversaires adjacents subissent 1 point de dégâts. Ben ça passe l'armure, hein, ça c'est pratique. Donc on a vu par exemple le rocher massif aussi. Tous les alliés et adversaires adjacents à la cible subissent 1 dégât. Et puis le plus costaud peut-être c'est ce bas de carte là, le cratère, où j'adore cette carte, hein, ça provoque un déplacement en saut, et on fait des dégâts au démarrage et on fait des dégâts à l'atterrissage. Sachant qu'à l'atterrissage, avec de la terre, on booste les dégâts de 1 à 2. Et donc faire 2 dégâts à des adversaires adjacents gratuitement, avant même de faire une attaque, qui va donc passer toutes sortes de défenses, c'est quand même très très costaud. Voilà, que dire de plus si, bah oui, le soin, on a parlé du soin, donc ça peut être un soigneur aussi, hein, de soutien, avec un haut de carte de soin, on a un bas de carte de soin par ici, son mode de terre, et puis éventuellement, si on prend cette carte X là, on a un double soin de 2 à portée 3. Le bas de carte est pas évident à placer, c'est pour augmenter la portée des attaques, à distance justement, mais il faut pouvoir griller du vent. Et donc, bah voilà, faut en avoir quoi. Et c'est pas. Alors, ce personnage-là n'en génère pas beaucoup, il génère un peu de vent ici avec une tempête puissante, mais sinon c'est un peu tout, hein. Et donc, bah voilà, il faut sans doute s'adjoindre à un allié qui peut le faire, mais voilà, c'est un peu plus contraignant, on va dire. Sinon, sur les X, les bas de cartes là sont intéressants. On a un +2 en attaque au corps à corps jusqu'à la fin du tour, ou un +1 à distance. Donc pourquoi pas. Sachant que la poussée est pas mal. La tempête puissante, bah, c'est une carte qui se perd, donc. Mais bon, c'est pas mal. Attaque 3, portée 3 avec désarmement, c'est bien. Hein. C'est bien. Sachant que ce personnage-là peut se permettre de perdre plus facilement des cartes, puisqu'il commence avec, il me semble, 11 cartes. 11 cartes, c'est quand même pas mal, c'est une bonne endurance quoi. Donc ça reste un personnage puissant, résistant, qui peut donc faire office un peu de tank, aller au combat, il faut pas qu'il ait peur. Il peut donc se soigner pour compenser ça, il peut générer pas mal de dégâts au corps à corps ou à distance. Voilà. Alors il a quand même un déplacement 4 ici, il a 2 déplacements 3. Et éventuellement 2 déplacements qui se perdent, un 1-4 et un 5. Donc, bon, on va dire que ça va à peu près, mais c'est pas mal de lui mettre des bots en plus, qui lui permet de booster à un moment ou à un autre un déplacement. Ça peut être intéressant. Puisque les cartes peuvent se perdre quand même. Hein. Quoique, bon, les cartes de déplacement sont pas liées à des cartes qui se perdent. À part réserve de munitions. Donc, j'ai pas trop à me plaindre au niveau déplacement, mais c'est pas non plus le plus mobile, quoi. Voilà. Heureusement qu'il a ces 2 cartes qui se perdent là, qui lui permet quand même généralement de rattraper son retard et d'aller se placer bien au bon endroit sur le champ de bataille, quoi. Alors, le Tissor, ou la Tissor, donc c'est une orchide capable de canaliser les forces de la nature pour porter de puissantes attaques, donc infliger de gros dégâts à distance, avec une santé limitée qui les rend très vulnérables. Donc laissez-les en arrière, ouais. La capacité la plus importante est Éther Revigorant, qui leur permet de détruire plus de cartes que les autres personnages, mais aussi de les récupérer. 6 points de vie en effet, que 8 cartes au démarrage, donc une endurance assez faible aussi. Une difficulté élevée à jouer parce que bah, justement il faut savoir bien gérer ces cartes et le moment où on va utiliser l'éther revigorant.
Et c'est un DPS à distance, évidemment, donc de gros dégâts à distance. Voilà. Le Tissor est aussi capable, avec une de ses cartes X, de s'adjoindre à un allié mystique, qui donc fait une attaque de puissance 3 à portée 2. Donc il est fragile, il faut bien le gérer, mais bien utilisé, surtout quand on a plein d'alliés, peut être très efficace et bien aider le Tissor. L'orbe de feu, donc là c'est toutes les attaques qui se perdent, hein, c'est plein de hautes cartes qui se perdent. Donc de cartes qui se perdent parce qu'on les utilise et qui ont des pouvoirs assez puissants. On a ça, on va avoir l'air crépitant, pic durci, le déplacement de 8, donc tout un tas de pouvoirs comme ça, l'armure de givre qui permet de parer plusieurs sources de dégâts. Et puis derrière on a l'éther revigorant qui permet justement de récupérer toutes les cartes détruites, donc ça c'est assez puissant et de pouvoir remettre à nouveau une orbe de feu, à nouveau une éruption de pique, etc. Donc c'est des attaques à distance, sauf tout ce qui est lié à la glace, qui généralement nécessite d'être proche des adversaires. Donc attention à placer au bon moment, peut-être quand les adversaires sont venus jusqu'à nous, pour faire une attaque par exemple ici, les rendre immobiles et se barrer. Voilà, c'est un personnage qui est relativement bien mobile, ça va. Faut juste se méfier justement que quand les cartes sont perdues, on perd aussi nos cartes de déplacement. On a un déplacement 3, un déplacement 4, un déplacement 4 ici en saut, et un déplacement 8 surtout chevauché sur le vent, en saut aussi. Un peu de soin ici, en bas de carte, un peu de soin, je crois aussi. Où est-ce que j'ai vu ça? Tout n'est pas là. Ah oui, il reste le secours de la terre ici, donc il y a un soin aussi en haut de carte là. Et puis une gestion des éléments justement pour savoir les utiliser au bon moment, donc pareil, savoir soit les générer avant ou profiter de la présence d'éléments créés par les alliés. Et puis voilà, puis il y a quelques combos qui sont déjà en place, hein. On a l'orbe de feu qui enchaîne avec la frappe de flamme au tour suivant par exemple. Une attaque 3 qui devient un attaque 3 blessures, c'est quand même pas mal et qui se perdent pas en plus. Voilà. Lors de vos 4 prochaines... L'air crépitant est sympa, hein. Lors de vos 4 prochaines attaques, ajoutez plus 1 en attaque. Et si on grille du vent, ajoutez plus 2 en attaque à la place. Voilà, on a fait à peu près le tour. Donc c'est un personnage que j'aime bien aussi, hein, pas de problème, qui est sympa à jouer par sa puissance et qui généralement réussit à se faire pas mal de sous aussi, puisqu'elle a un pillage en haut de carte qui est assez balèze. Ça lui permet de se placer éventuellement avec un saut et se mettre à un bon endroit et piller. Donc elle ne sera pas non plus à court de sous. Et il va falloir qu'elle évite au maximum les ennemis. Assaut psychique, lame tranchante et myriade de petits crocs font de la perce-esprit une adversaire terrifiante. Alors c'est une classe vraiment à part aussi, vraiment hors des modèles classiques de l'Heroic Fantasy. Ça se rapproche éventuellement peut-être du Ragaru dans Donjon Dragon, ce genre de choses, donc de créatures, voilà, plutôt... Bon, c'est quand même du DPS au corps à corps, c'est vrai. J'allais dire assez lâche, mais il faut qu'elle fasse attention et qu'elle fasse des allers-retours entre la ligne de front et l'arrière, parce qu'elle n'a que 6 points de vie, c'est vraiment le très faible. Et elle a elle a 10 cartes, donc en une endurance correcte, on va dire. Correcte, heureusement. Par contre, elle a tout un tas de capacités qui lui permet de s'en sortir, de tirer son épingle du jeu, même si elle n'est pas trop dans l'aide non plus des alliés. C'est un personnage qui est intéressant, puisque avec un système d'amplification, elle va pouvoir placer des
certaines cartes en jeu et booster ses capacités. Elle fait du contrôle mental et elle a des invocations plutôt efficaces. Donc les amplifications, on en a de plusieurs types. C'est des cartes par exemple qui permettent de lui donner bouclier plus 1 à chaque fois qu'il attaque, ou d'ajouter plus 2 à l'attaque, ou de se soigner de 2, voire sur les cartes X de ajouter confusion et empoisonnement si on trouve ça important et sympa de leur donner deux états négatifs. Peut-être par exemple pour remplacer l'affliction aggravée qui permet d'ajouter plus 1 par état négatif, ou le côté pervers qui permet d'ajouter plus 2 pour chaque état négatif sur la cible, donc faire une grosse attaque. Après, la faiblesse de l'esprit est pas mal aussi, hein, est souvent utilisée, puisque plus de l'attaque à chaque fois, ça rend tous les attaques de base, hein, à 4 au lieu d'être à 2. Donc ça fait quand même ouais, ça fait quand même des gros dégâts. Il a tout un tas de gestion d'éléments de glace, enfin tout un tas. Dans un premier temps, on voit qu'on en génère avec une attaque de bas qui étourdit, donc ça c'est assez balèze aussi, hein, et ça joue très vite. Donc ça permet vraiment de disqualifier un gros adversaire en sacrifiant son déplacement. Et derrière, de pouvoir placer un étourdissement, attaque 3 étourdissement, ou voire attaque 5 étourdissement. C'est quand même assez costaud aussi. Il peut pousser dans les pièges, assez sympa. Il peut donc, on a dit, pousser un adversaire à se déplacer. Donc pareil, elle le fout dans un piège par exemple, ou ce genre de choses. En termes de soins, il a un déplacement 2, soin 2 pour lui. Donc c'est un passage assez personnel. Et ce déplacement il est assez efficace généralement, on s'en sert souvent. Et sinon, éventuellement, il peut se soigner avec l'influence parasite après avoir fait une attaque. Donc il peut se débrouiller, on va dire, au niveau de ses poids de vie. Il faut juste qu'il en prenne pas trop, quoi. Un haut de carte pour du pillage. Donc pareil, c'est un personnage qui va avoir beaucoup d'argent assez facilement, puisque ne restant pas trop au corps à corps au plus proche des ennemis, bah, il va être un peu derrière à récupérer les pièces qui traînent. Voilà. Et donc on voit qu'il a une invocation de rats pestiférés qui ont 6 points de vie, ça c'est pas mal, et qui empoisonnent. Donc ça en fait un bel allié aussi. Par contre il se déplace très peu, donc il faut le placer au bon endroit. Et en plus si on le joue, eh ben, on perd notre déplacement 4. Et c'est un des soucis majeurs du perce-esprit, c'est sa capacité à bien se déplacer. Oui, donc des difficultés au niveau du déplacement, puisque voilà, il n'y a que cette carte là qui a un déplacement 4. On a un déplacement 3 ici. Et sinon, on a 2 déplacements qui se perdent. On a le déplacement 4 étourdissement. Ouf. Le déplacement 4 attaque 2 qui se trouve là. C'est un peu light. Alors évidemment, on a celle-là aussi. Ça c'est bien. Boucle de rétroaction. Qui permet en bas de carte de faire un déplacement 4 en saut. Et qui se perd pas pour le coup. Avec un pouvoir un peu particulier, mais qu'on utilise rarement parce qu'il faut justement sauter et revenir sur ses pas. Mais bon voilà, ça fait quand même au moins un déplacement 4. Mais voilà, c'est pas... Voilà, ça manque un peu de déplacement, donc il faut faire attention et le placer au bon endroit, au meilleur endroit possible. En prenant garde aussi de ne pas être dans les pattes de nos adversaires. Donc voilà, faut doser, faut trouver, faut faire les bons choix, sachant qu'il a quand même un bas de carte en invisibilité quand même, ce qui lui permet à un moment ou à un autre d'être placé à un endroit un peu délicat et de ne pas se faire attaquer malgré tout. Donc voilà, c'est un personnage qui a de la ressource, qui va se faire aussi beaucoup d'argent avec le pillage 1 en haut de carte, et qui va voilà, tirer son épingle du jeu quoi qu'il arrive. Faut juste faire un peu attention quand même à son positionnement et pas trop le laisser en retard et en retrait de l'action, et il faut le mettre un peu dans le sens du scénario.
et ça devrait bien se passer a priori. Ben voilà, on a fait le tour de différents personnages. Donc, bah écoutez, je vous invite à me dire ce que vous en pensez, quels sont les personnages qui vous plaisent le plus, pour qu'on puisse constituer une équipe et bah, se lancer dans une campagne ensemble. Donc, ça sera, si possible, sur des parties en live, si j'arrive à m'organiser et à trouver une connexion internet correcte pour pouvoir le faire. Sinon, bah voilà, peut-être certaines parties enregistrées et en essayant de, un petit peu comme je fais avec par exemple Darkest Dungeon, de voir ensemble entre les parties ce que vous en pensez et le choix des scénarios ou de l'équipement, ce genre de choses. On verra, ça évoluera de toute façon. En partant sur une campagne comme ça, on part pour un certain temps, évidemment. Une campagne de Gloomhaven, c'est assez long. Donc, bah, n'hésitez pas en tout cas à me dire, soit vous me dites, bah voilà, je choisis ces quatre-là, ou simplement vous donner la préférence sur un personnage. Et puis après, on fera un petit vote, et puis on choisira ce qui va se passer au final. Bon bah écoutez voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de démarrage et n'hésitez pas donc à laisser des commentaires et à donner vos votes pour les personnages que vous souhaitez voir dans la compagnie du Temple. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, au plaisir, salut!